Bonjour à tous, on se retrouve au lendemain du Grand Prix d'Arabie Saoudite pour un petit débriefing. Lors du débriefing du Grand Prix de Bahreïn, on avait proposé ce tableau qui listait les points forts et les points faibles de chaque monoplace et on verra que ces caractéristiques se sont globalement retrouvées à Jeddah. On commence par les sempiternels problèmes d'instabilité de l'arrière des Mercedes. Nos spectateurs les plus fidèles le savent, on en parle depuis 2022, l'enchaînement très rapide des virages 5 à 10 et l'enchaînement du calendrier qui pose le plus souci à Hamilton depuis 2022 à cause justement de ces instabilités du train arrière. On rappelle qu'en 2022, Hamilton se fait sortir dès la Q1. On avait publié les télémétries de ses 3 tentatives et à chaque fois, il perdait grosso modo une demi-seconde sur Russell dans cet enchaînement. On se rappelle qu'en 2022, Hamilton n'avait pas peur de faire des expérimentations, donc la première année, on pouvait se dire que c'était potentiellement dû à des réglages vraiment très différents. En 2023, on surveillait donc les performances de Hamilton de près dans cet enchaînement et rebelote. Lors des essais libres 1 en 2023, il était une demi-seconde plus lent que Russell dans le premier secteur. L'écart diminue en qualification, mais à la fin du tour, il se retrouvait tout de même à un peu moins de 4 dixièmes de Russell, ce qui n'est pas caractéristique d'un écart typique entre Hamilton et Russell à la fin des qualifications. Jusqu'à maintenant, les Formule 1 2024 n'avaient roulé qu'à Bahreïn, et sur ce circuit, c'est l'enchaînement des virages 5 à 7 qui représente le mieux les performances des Formule 1 dans les enchaînements rapides. Durant l'année 2023, Hamilton n'a pas hésité à dire devant la presse qu'il souhaitait vraiment que l'équipe l'écoute plus, notamment en ce qui concerne l'arrière plus stable et le positionnement du cockpit qu'il trouvait trop avancé pour les W13 et les W14. À l'issue des essais hivernaux et du Grand Prix de Bahreïn, on avait constaté que le cockpit avait clairement été reculé, mais que si les performances étaient clairement meilleures dans l'enchaînement rapide 5 à 7, ces performances restaient en retrait par rapport aux 4 autres top teams, à savoir Red Bull, Ferrari, McLaren et Aston Martin. À Jeddah cette année, il n'aura pas fallu plus de 2 tours lors des essais libres 1 à Lewis Hamilton pour remarquer que le problème d'instabilité à l'arrière était toujours présent. À l'issue de son deuxième tour, Bono lui indique qu'il est en 4ème position, à 4 dixièmes d'Alonso, et que sur ces 4 dixièmes, il en perd 3 dans le premier secteur. Hamilton répond qu'il y a un problème d'instabilité à l'arrière dans les virages rapides. Bono lui propose de rentrer rapidement au stand pour enlever quelques clics d'aileron avant pour diminuer le survirage. Hamilton accepte et s'exécute, mais au bout de quelques secondes de réflexion, il affirme sans hésiter à Bono qu'il sait déjà quelles sont les limitations de la voiture et que les problèmes d'instabilité à l'arrière ne seront pas résolus avec un simple changement de flap à l'aileron avant. Alors vous le savez, on avait noté à Bahreïn que la W15 talonnait beaucoup plus que les autres voitures. La Mercedes générait d'ailleurs beaucoup plus d'étincelles que ses concurrentes. À Jeddah, le phénomène de rebond était de retour. Et dans les virages très rapides, les vitesses de passage sont très élevées. L'appui est proportionnel au carré de la vitesse. La voiture est plaquée au sol. Et la réapparition du phénomène de rebond dans des changements de direction très rapides avec des accélérations latérales très importantes rendait l'arrière de la W15 très imprévisible. Et lorsqu'on sait que les pilotes viennent effleurer le mur à cet endroit à 250 km/h, on comprend que la confiance en prend un coup. Un comparatif des performances entre 2023 et 2024 montre que Mercedes et Alpine sont les seules équipes à avoir perdu du temps dans le premier secteur par rapport à 2023. Alors, il faut aussi mettre les choses en perspective puisque Mercedes roulait avec un aileron beaucoup moins chargé que la concurrence, ce qui leur conférait un avantage certain en vitesse de pointe, on l'a vu en qualif et aussi en course. Néanmoins, malgré cette mise en perspective, Mercedes était la 9e équipe sur 10 dans l'enchaînement rapide 6 à 10, Hamilton étant plus lent dans cet enchaînement que Ocon qui avait également un aileron arrière peu chargé comparé à Gasly, plus lent que la Williams d'Albon et aussi plus lent que la Sauber de Bottas. Malheureusement pour Mercedes, ce déficit était aussi visible en course. Pour ceux qui ont accès au replay, par exemple sur Canal, je vous suggère de revisionner par exemple à partir du tour 39. Hamilton se retrouve juste derrière Norris au virage 4 et perd ensuite facilement une demi-seconde à 8 dixièmes juste dans l'enchaînement 6 à 10. A priori sur Sky Germany, Toto Wolff a parlé de problèmes avec leurs outils numériques. On attendra de savoir si ces problèmes concernent plutôt la CFD, la soufflerie, le simulateur ou les 3 outils. Toutefois, au cours des 2 dernières années, nous avions déjà émis plusieurs fois l'hypothèse de problèmes de corrélation. On se rappelle qu'en 2023, Mercedes n'arrivait que très rarement avec des réglages corrects le vendredi et que Mick Schumacher ou un autre pilote d'essai passait la nuit du vendredi au samedi au simulateur pour profiter des données effectivement enregistrées en piste pour recalibrer le simulateur et chercher de meilleurs réglages. On rajoute également les télémétries de Russell contre Alonso en fin de course à pneus similaires, pour pointer du doigt les progrès effectués par Aston Martin dans les virages rapides, qui était un de leurs points faibles en 2023. On l'avait déjà noté à Bahreïn, mais cet objectif de l'hiver semble être atteint.
Aston devra désormais se demander si cette amélioration n'a pas été faite au détriment d'autres secteurs de performance et cherchera à améliorer notamment son rythme de course. Du côté de la comparaison Red Bull contre Ferrari, on rappelle tout d'abord que Ferrari roulait avec un aileron arrière plus chargé. Il faut donc garder ça en tête lorsqu'on analyse les superpositions de télémétrie. Cependant, on retrouve les mêmes tendances qu'à Bahreïn, c'est-à-dire que même avec un aileron arrière un peu moins chargé, Verstappen fait la différence dans les virages lents et dans les virages rapides. On le voit dans l'enchaînement 6 à 10 en course. Néanmoins, dans les virages moyens, c'est toujours Ferrari qui a l'avantage, même si, comme on l'a dit, il faut garder en tête que sur Jeddah, ils avaient un aileron arrière plus chargé. On tient à saluer le très bon rythme de course du jeune Ollie Bearman. Jusqu'au 21e tour, Bearman est bloqué par Hülkenberg. Une fois le dépassement effectué, il a exactement le même rythme de course que Russell à pneus similaires. Sur les 30 derniers tours, il ne perd que 9 secondes sur Leclerc, soit un déficit moyen de 3 dixièmes au tour, ce qui est tout à fait respectable, étant donné les circonstances. On finit par un petit mot sur la stratégie de Haas, qui a fait sortir de ses gonds Alan Perman. Alors, au 22e tour, Hülkenberg se retrouve en 10e position, mais contrairement à la majorité des pilotes, il n'a pas profité de la safety car pour effectuer son arrêt au stand. Derrière, l'ingénieur de Joe lui demande une quantité énorme de lift and coast, et donc chez Haas, on est raisonnablement sûr qu'on va pouvoir rester devant la Sauber. De son côté, Magnussen a déjà une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision avec Albon, et donc dans le classement, il est plutôt 18e. Magnussen arrive à dépasser Tsunoda, mais dans la manœuvre, il sort des limites de piste. En théorie, il aurait dû donc rendre la place à Tsunoda. Mais du côté de chez Haas, on va profiter pour utiliser Magnussen pour créer un bouchon. À la radio, on lui demande de rouler plutôt en 35.5, il faut savoir qu'avant il roulait en 34.8. Et on le voit à la télémétrie, Magnussen va même ralentir plus que ça et va plutôt rouler en 36.0. Évidemment, il ne rend pas la place à Tsunoda, quitte à prendre une deuxième pénalité de 10 secondes. On le voit sur le traditionnel race gapper. Cette stratégie permettra à Hülkenberg d'avoir une avance suffisante pour pouvoir s'arrêter et repartir devant Tsunoda. Voilà pourquoi Alan Perman de Racing Bulls a qualifié la stratégie de Haas d'antisportive.